Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement et je suis Ayat Kamissi. Je suis Sylvain Barriot. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Leïla Karour et Nadia Senaoui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bon, Leïla, vous êtes éducatrice spécialisée de formation initiale, diplômée d'un master en sciences humaines. Et aujourd'hui, vous intervenez à l'IRTS et vous êtes formatrice associée et vous enseignez exactement le français langue étrangère, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'interviens à l'IRTS en tant que formatrice associée et à côté, à mon compte, j'interviens auprès de structures sur des ateliers thématiques et notamment sur le français langue étrangère parce que c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, puisque c'est vous aujourd'hui qui allez nous raconter votre histoire. Et on a aussi avec nous Nadia. Alors Nadia a un gros parcours aussi. Vous êtes sociologue, intervenante en analyse des pratiques auprès d'équipes de terrain. Vous avez aussi un parcours de chef de service auprès de migrants et également éducatrice spécialisée de formation. Tout à fait. Un parcours d'éducatrice spécialisée pendant une vingtaine d'années, puis chef de service et actuellement sociologue et intervenante en analyse de pratiques pro. Tout est dit. Leïla, on vous laisse la parole. Ouais. Et écoutez ta situation. Ok, je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue dans le cadre d'ateliers de français langue étrangère. Je précise, je parle d'ateliers de français langue étrangère et pas de cours de français, parce que j'ai pas un master en français langue étrangère, mais une formation à côté. Et puis l'idée, c'est de pouvoir transmettre des bases de français et surtout sous forme ludique et très pratique pour la vie quotidienne. Donc là, je vais vous parler de situations dans le cadre d'ateliers que j'anime à la mission locale, une des missions locales sur Bordeaux. Ce qui fait que ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, ils doivent être à la mission locale, en situation de migration, qui n'ont pas ou très peu de situations régulières. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Djibril, je vais l'appeler Djibril, c'est un Soudanais, il a 20 ans. À ce moment-là, dans cette situation, ça fait 1 an qu'il est en France. Et la conseillère en insertion professionnelle me le présente en me disant Leïla, il est très stressé, il parle pas du tout français, on a du multitrauma, mais si je peux l'intégrer au groupe, ça serait déjà formidable, mais je préfère te prévenir, quoi. Mais alors, du coup, il est en France, il est mineur. Il a 20 ans. Il a 20 ans. 20 ans. Il est pas mineur, il est en France, et du coup, dans les différentes sollicitations, en tout cas conseils qu'on lui a donnés pour aller se diriger vers des associations, il y a eu la mission locale. Donc mais il n'est pas accompagné au titre de la protection de l'enfance parce qu'il a 20 ans, ouais. Et il n'y a rien, quoi, en fait. Non, okay. Mais comme les 3/4, tous, j'en ai qu'un qui a 16 ans, okay. Ils sont tous majeurs et pas accompagnés. Enfin, si, il y en a qui sont quand même dans des foyers qui accueillent des demandeurs d'asile, donc des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des CADA, mais après, beaucoup sont entre le 115 et... Ouais. Et la rue. Ouais, donc lui, il a pas de situation autre. Lui, il a un foyer à côté, il a une place quand même assez stable, mais c'est tout. Ok. Voilà. Donc la porte est toujours ouverte, donc je lui dis bien sûr qu'il peut venir sur les ateliers. J'ai jamais refusé personne, ce qui à un moment donné a posé souci, parce que du coup, il y avait entre 25 et 30 jeunes sur les ateliers, là où à la base, ils avaient été pensés pour 8 à 12. Et puis on s'est dit, bon, déjà les niveaux sont beaucoup trop diversifiés, donc on a créé un deuxième créneau, parce que la mission locale est incroyable, avec un niveau infra 1 et les autres. Donc ça se découpe sous différents formats, on fait des thématiques à peu près pour chaque semaine, et donc ça se passe comme ça. Donc Djibril nous rejoint dès son premier atelier. Ce qui se passe, c'est que moi je co-construis les ateliers en fonction de la dynamique et des jeunes, parce que c'est pas toujours les mêmes qui sont là. Et comme je refuse de refuser en jeune, voilà, donc on s'adapte. Je propose des jeux, des ateliers pour évaluer les niveaux en douceur. Et Djibril, lui, l'avantage, c'est qu'il parle anglais. Donc il est anglophone. Il parle aussi arabe littéraire, que je ne parle pas. Je parle très très peu des petits mots. Vous verrez après, du coup, c'est drôle. Et donc, ce qui est plus simple pour les anglophones, c'est que l'alphabet est similaire. Donc déjà, il y a une possibilité. Et puis, on a beaucoup d'anglicismes dans la langue française. Donc ça va. Donc Djibril est en effet très réservé, mais il écoute très attentivement. Il a du mal à se détendre. C'est le premier atelier, c'est plutôt normal. Et donc ce qui se passe, c'est que
un moment donné, il y a le mot haricot qui sort dans un des exercices. Et ben alors du coup, je crois que ma manière de détendre tout le monde pour sécréter des hormones de bien-être, c'est de me rendre ridicule. Donc je rigole parce qu'en plus, je crois que Nadia, t'as déjà cette histoire, non? Bon, c'est possible. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'accentue, j'exagère volontairement un bruit de flatulence pour qu'ils comprennent tous, parce qu'en fait, je me leur dis que tout humain, normalement, qui mange trop d'haricots, il devrait se passer ça, quoi. Et instantanément, l'ambiance se détend, et Djibril éclate de rire, et en fait, ça crée quelque chose que du coup, c'est bon. Là, on rentre en relation. J'imagine, en plus, c'est que des gars. Oui, on a un petit peu de filles. Ok. Mais du coup, on casse beaucoup les codes, parce que je parle du corps humain, voilà. Bon, avec toute la bienveillance et la question de l'interculturalité qu'on abordera certainement dans ce podcast, et le rapport au corps, enfin bon. Donc jusqu'ici, on a à peu près tous les mêmes organes dans le corps, et je dis à peu près tous parce que malheureusement c'est pas le cas de ces jeunes femmes qui se sont fait ôter des organes, enfin bon. Mais normalement les gaz, tout le monde en a. Voilà. Donc vrai déclic, moment de relâchement, donc ça lui permet de prendre la parole dès cette première séance, et en même temps je fais en sorte que tout le monde participe parce que c'est important pour moi. En plus je me nourris vraiment de l'énergie de chacun pour essayer de construire l'atelier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Djibril va très vite apprendre le français. En quelques mois à peine, en fait, en 3-4 mois, il va savoir se débrouiller. Donc, pour pouvoir faire des phrases, vitesse impressionnante. Et là, sa conseillère, à un moment donné, vient me voir. Elle me dit, bon, moi, j'y arrive pas avec Djibril. C'est très compliqué. Les entretiens, il parle pas du tout. Alors qu'il sait qu'est-ce que je dois faire? Et là, je lui dis, écoute, je comprends pas parce que il parle en fait, Djibril. Ouais, dans tes ateliers, il est actif. Et voilà. Et du coup, moi, je me dis, bon, la réponse, elle peut être multiple, mais peut-être qu'on en parlera peut-être plus tard. Et donc, et du coup, je me dis, bon, il parle pas, donc c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a une pression qui se met, une peur. Et ça se confirme sur l'atelier d'après parce que du coup, dans le cadre de l'atelier FLE, l'un des médiateurs principaux une fois par mois, c'est des ateliers cuisine. Ok. Donc on fait un atelier cuisine, ça permet aussi de mettre en valeur leur culture, la nourriture, voilà, qui leur manque énormément, et de faire un partage autant des cultures des uns et des autres. Et à ce moment-là, du coup, on invite les conseillères d'insertion professionnelle à soit cuisiner avec nous, super. soit venir déjeuner si elles ont des rendez-vous et qu'elles peuvent pas, elles viennent au moins déjeuner. Elles jouent vraiment le jeu sur cette mission locale, donc c'est vraiment des moments chouettes. Et là, du coup, pendant cet atelier-là, elle me dit là j'ai un souci avec Djibril, il faut vraiment que je vois un truc avec lui. Et moi, très naturellement, je lui dis demande-lui. Elle me remet gentiment à ma place en me disant j'ai déjà essayé. Il me répond mais je comprends rien. Et puis en fait, en plus, faut savoir que l'anglais des personnes d'origine subsaharienne n'est pas facilement compréhensible pour nous, qui avons un anglais très londonien. Ok. Vous voyez ? Donc entre l'accent plus le fait que eux vraiment c'est les États-Unis dans leur tête. Du coup, quand ils parlent, ils chantent, ils dansent. On est sur du Eminem quoi. Du coup voilà, c'est plus compliqué. Et là, je vais voir le jeune et je lui dis mais je comprends pas pourquoi. On va l'appeler Aurélie. Pourquoi quand Aurélie te parle, tu ne lui réponds pas? Et il me dit non, moi, je vais parler avec Aurélie quand je parlerai le français propre. Okay. Ah oui, il s'est mis une pression avec elle qu'il n'avait pas avec toi? Pas du tout, oui. Après, je pense que l'explication est très simple. Les enjeux sont pas du tout les mêmes. Ah oui, et en fait, la place des conseillères d'insertion professionnelle, pour eux, déjà, ils les appellent pas les conseillères d'insertion professionnelle, c'est la dame du social, c'est l'assistante sociale, en fait. Okay. Ils associent cette fonction-là parce que la réalité, c'est que les conseillères en insertion pro, elles ont cette fonction de les accompagner, enfin en tout cas elles se retrouvent à faire ça, je sais pas trop si c'est leur rôle d'ailleurs de base, mais à les accompagner sur la rédaction de leur histoire, de leur récit pour après qu'ils puissent aller le présenter à l'OFPRA. Elles sont vraiment derrière par rapport aux demandes de titres de séjour. Voilà, elles vont faire des attestations comme quoi elles participent vraiment aux ateliers FLE. Donc pour eux, il y a une pression et puis l'environnement, enfin le cadre. Ils sont derrière un bureau, en face à face. Et puis ils ont des rendez-vous. Voilà. C'est des entretiens. Donc c'est madame. Alors que Aurélie, pour le coup, une pépite. Hein, elle est hyper investie, hyper engagée. Et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Elle essaie de rigoler avec lui et tout, mais
Je lui dis, mais je pense que c'est pas toi, hein, c'est juste La fonction. en fait la fonction, ce que tu représentes, et voilà. Et la construction que le jeune se fait aussi autour de cette fonction. Complètement. Parce qu'il y a une projection, parce qu'il y a des Tout à représentations fait. et d'où cette pression importante. C'est ce que tu disais tout à l'heure en préambule d'interculturalité. C'est peut-être un sujet qu'on va pouvoir aborder, mais on met le doigt dessus là. Vas-y, on te laisse Non, mais continuer. du coup, voilà, du coup, je me suis dit, pourquoi j'ai pris cette situation? Parce qu'il y en a plein d'autres qui se mettent à parler français et c'est génialissime. C'est parce que, du coup, très récemment, c'était les rendez-vous Offre à la fin janvier. Djibril est un des rares jeunes à avoir une réponse positive. Ok. Donc voilà, c'est une belle victoire. Malheureusement, comme je le disais, c'est pas du tout le cas des autres jeunes. Et malgré, en fait, le désespoir, la déception qu'il peut y avoir, ils viennent quand même aux ateliers FLE. Et finalement, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'ils ont pu verbaliser, notamment parce que je fais beaucoup de jeux. J'ai un jeu où c'est un dé, et dessus, il y a des débuts de phrases. Ouais. Ce que j'aime pas, je suis fière de moi pour, voilà. Et ils peuvent dire que cet espace, c'est le leur, et dans j'aime, c'est moi, j'aime venir à l'école de français, quoi. Okay. Moi, j'aime prof Leïla, j'aime parce que je me ridiculise tout le temps, et voilà. Et je pense que en fait, ce qui fonctionne peut-être, et ça c'est valable, tout le temps, même quand j'étais éduque, je crois que c'est ce qui fonctionnait le mieux, c'est de se mettre à égal des personnes qu'on accompagne. Et moi, ce que je propose dans ces espaces-là, c'est qu'avant même de leur apprendre le mot, je leur demande, parce que je dessine beaucoup, comment ils le disent dans leur langue à chacun. Ouais. Je ne maîtrise absolument pas le pachtou, l'arabe littéraire, le turc, le portugais, parce qu'on a aussi des brésiliens. Mais du coup, je répète le dialecte de chacun, le peul, le wolof. Ouais. Donc, ils sont tous morts de rire. Et du coup, ça détend un peu. Ça détend, mais ça surtout, je leur dis, en fait, moi, j'ai une compétence, et encore, c'est que je sais m'exprimer en français. Mais par contre, vous avez une compétence que je n'ai pas, c'est que vous savez vous exprimer en pachtou, vous savez vous exprimer, dans vos langues, quoi, dans vos dialectes. Ouais. Et donc, à ce moment-là, voilà, on voit que ça détend et on voit que finalement, on est des humains et on va juste partager ensemble un moment. Et vous allez autant m'apporter que moi, je vais vous apporter. Et je crois que ça, c'est important parce que très vite, on peut se mettre dans une position descendante de sachant en tant que travailleur social parce que la personne, elle a un besoin et qu'on vient quelque part y répondre. Et voilà, et moi, c'est ce que ça m'évoque, parce que je crois que ça m'évoque tout le temps ça, même quand j'étais auprès d'adolescents, quand j'étais éduque. Et puis eux, ils ont cette capacité aussi à venir, à un moment donné, délivrer, raconter, narrer quelque chose qui leur appartient et qui finalement fait écho. Et on se dit très rapidement, mais comment on peut prétendre juger une situation administrative d'une personne par ce qu'elle en raconte ou parce qu'elle se trompe au niveau de ses dates quand on peut même pas imaginer en fait ce que c'est, leur traversée. Des fois, voilà, on fait des photolangage. Je m'attends pas du tout à ce que ce soit ça qui sorte. Et comment tu vas ? En fait, ils vont pas du tout prendre comment ils vont prendre une image qui leur parle. Ça, Djibril peut dire, ça me fait penser à moi quand j'ai traversé et que je me suis retrouvée tout balafrée alors que moi je voyais pas de sang dans l'image. Ouais. Mais que du coup, après le bateau, le truc. Bon. Donc voilà, permettre l'apprentissage du français, c'est permettre aussi la reconnaissance de leur parcours, de leurs blessures, de leurs douleurs, et c'est les accompagner finalement à une légitimité à être là, parce que la réalité, c'est qu'on a aussi des jeunes qui sont envoyés à la frontière, et des jeunes Afghans dont personne ne doute de ce qui s'y passe, quoi. On sait tous que... Du coup, je me tourne un peu vers toi, Nadia. La place de la langue dans l'intégration dans une société, quand on vient pas, quand on a traversé un pays. La langue, c'est le facteur de socialisation. Je pense qu'on le sait tous autour de la table. On sait que effectivement, c'est un des moyens principaux, en tout cas, de pouvoir échanger, communiquer, revendiquer ses droits, avoir accès à quelque chose. Après, c'est très complexe. C'est vrai que un enfant qui va venir d'Afghanistan et un enfant qui va venir d'un pays francophone, déjà, les données sont pas les mêmes. En fait, ceux qui viennent du Moyen-Orient, d'Asie, c'est un accès à la langue qui est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, Leïla le dit assez bien, c'est vrai que la question de dans quel état se trouve le jeune au moment où il doit apprendre la langue, dans quel contexte il l'apprend, et puis pourquoi il vient apprendre la langue française, et puis qu'est-ce qu'il va laisser, qu'est-ce qu'il va garder aussi, Leïla là en tête, on en a beaucoup parlé,
Ça, c'est très important aussi. Et souvent, on le mesure pas parce qu'on a tendance à plaquer nos propres représentations en se disant, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui fait qu'il parle pas le français alors que ça fait 4 ans qu'il est en France? Je pense que entre ça et puis la culture de manière générale, c'est peut-être la seule chose qui leur reste quand ils arrivent en France, en fait, parce que les capacités d'adaptation sont quand même très intenses, très soutenues. Et parfois, tenir sur sa langue, c'est garder un peu de soi et du pays. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est là, je lâche ma langue, donc finalement, je lâche une part de mon identité. Je suis plus tout à fait la personne. Souvent, moi, je disais aux équipes que j'accompagnais quand elles râlaient, quand elles disaient oui, voilà, ils pourraient apprendre le français plus facilement. Je leur disais, mais ôtez-moi d'un doute. Quand vous allez dans un pays, même quand c'est un pays, les États-Unis, un pays très riche et tout, qu'est-ce que vous allez faire rapidement? Vous allez essayer de trouver le fromage français. Si vous vous installez dans un pays, je leur disais, fromage français, les communautés françaises, on va chercher les repères, on va chercher, on va chercher nos repères culturels. On a besoin de ça, on s'est construit sur ça, notre identité est construite sur ça. Et on peut pas renoncer à ça d'un claquement de doigts. On n'a pas aussi, moi ce que j'ai beaucoup observé aussi, c'est que, et ça j'ai mis du temps à l'accepter, peut-être que je me leurrais, c'est que ils ont pas tous les mêmes capacités cognitives. Ça aussi il faut se le dire. Je pense qu'à un moment donné, moi j'ai vu des enfants qui avaient liés à leur parcours ou vous. J'aurais tendance à te dire qu'il y a les deux cas de figure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des enfants qui cognitivement à la base n'ont pas des capacités énormes, voilà. Et du coup ça freine considérablement effectivement l'apprentissage du français, mais la volonté peut prendre le dessus. Et puis après, tu as tout à fait raison de le dire. Bien sûr qu'il y a du trauma, évidemment. Ouais, le trauma qui vient. Évidemment. Ça, c'est des enfants qui n'ont jamais entendu parler de la langue quand ils viennent d'Afghanistan, du Pakistan, et qui ont fait des traversées horribles. Moi, j'ai vu des jeunes. Je suis même pas sûre qu'ils aient accès au français. Enfin, je suis pas sûre qu'ils aient accès au français. En tout cas, ils seront pas dans un apprentissage tel qu'on l'entend. C'est-à-dire à comprendre et échanger. On n'est pas dispo pour les apprentissages avec tous les traumas. Exactement. Il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de place pour ça. Et quand bien même il y aurait un enjeu, que ce soit pour la reconnaissance de leur statut de réfugié ou pour l'obtention d'un travail, il se peut qu'ils se saisissent pas de ça non plus pour autant. Parce que inconsciemment, parce qu'il y a des choses qu'ils font qui vont pas vouloir progresser et peut-être sortir de leur situation d'enfant migrant. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, les éthiopiens, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi peuple kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyouslave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le chinois,
à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gaules, des îles maudites. Mais moi, je voulais juste rebondir, Leïla, sur ce que tu disais, et je trouve ça super chouette. C'est d'abord, j'ai l'impression, tes ateliers, c'est sur la base d'un échange et d'une découverte des cultures, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de descendant où t'enseignes une langue. Tu pars du principe que, d'abord, vous allez me le dire dans votre langue, et moi, après, je vais vous le dire en français, et on apprend un peu comme ça. Il y a quelque chose comme ça où tout le monde est au même niveau. Et la seconde chose, surtout, c'est que j'ai l'impression que du coup, tu mets le français à la disposition des personnes pour raconter leur parcours, leur histoire, leur récit de vie. Ils apprennent à le raconter un peu comme ça. Tu pars des photos. Est-ce que c'est un outil comme ça qui permet aussi aux personnes d'apprendre. La particularité des migrants et des migrants d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, je pense surtout à l'Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, en plus de l'Afrique subsaharienne, on est sur une culture de l'oralité. Ouais. Tout se transmet par l'oralité, c'est parce que les anciens vont raconter, c'est parce qu'il y a le chef du village qui parle, que du coup, l'équivalent des discours du village, c'est l'équivalent un peu de ce qu'on avait sur le catéchisme. En fait, toutes les règles de bienséance que les enfants apprennent viennent de ces temps-là où ils sont tous en bas comme ça ils sont tous ensemble. Pour le coup, j'y suis allée en Afrique, donc je vois très bien la scène où il y a le chef du village qui vient raconter sous forme de métaphore, mais toujours sur quelque chose de l'oralité, de la poésie. Et là, on sent que eux, dans leur langue, mais ça débite. Et du coup, là, c'est horrible. En fait, ils sont dans une prison dorée, quoi. Donc dehors c'est joli, mais je suis en incapacité de le prendre, ce tramway là que j'ai jamais vu de ma vie, parce que je sais pas où il va, je sais pas comment je vais revenir de là où j'étais. Ouais, je sais même pas demander de l'aide si je sais me pas. pomme. Voilà. Donc en fait, on fait ça sur le FLE, sur ces ateliers là, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant, qu'est-ce qui me freine. Donc est-ce que je sais quelles sont les parties du corps, parce que si je suis malade, qui je peux appeler? Quelles sont les institutions qui peuvent me sauver? On parle vraiment sur du quotidien. Des mots, mais c'est aussi tout ce qui a en lien avec ces mots-là. On fait pas du tout de l'apprentissage comme on pourrait faire à un enfant de CP, parce que l'enfant en CP, il a grandi avec la langue. Ouais. C'est donc vraiment en lien avec des situations de vie du quotidien. On reprend tout, parce qu'en fait, c'est de ça qu'ils ont besoin. C'est important ce que tu dis, parce que finalement, t'es pas allé là-dessus précisément, mais pourtant, c'est ce que tu fais, c'est la transmission des codes aussi, Leïla. C'est-à-dire qu'à travers tes ateliers de FLE, et ça, c'est hyper important aussi pour le public dont on parle, il y a aussi la transmission des codes culturels et sociaux, et quand est-ce qu'on dit telle phrase, et comment on se positionne aussi au niveau du corps, la distance à tenir aussi, parce que on n'a pas le temps de tout dérouler, c'est très frustrant, mais il y a aussi cette question-là, et c'est vrai que ça, c'est quand même tout un travail à faire aussi, d'émancipation, de reconnaissance et d'existence, que de dire à un moment donné, en fait, ça se fait pas, ça se dit pas, il faut que tu apprennes à faire, je pense aussi, on n'a pas le temps de dérouler, mais la question de rapport fille-garçon, il y a tellement de thématiques sur lesquelles, effectivement, à partir du langage et de l'expression... Je fais une petite aparté parce que j'ai ma mère qui donne des cours de FLE. Ma mère que je salue, elle sera très contente. qui donne Bonjour la maman de Sylvain. Qui donne des cours de FLE. C'est une ancienne institut et à la retraite, elle a décidé de donner des cours de FLE pour des migrants, Afghanistan notamment. Le rapport homme-femme, elle en parle aussi, mais sachant que elle, c'est une personne âgée. Alors, je vais pas lui dire vraiment, mais en tout cas, effectivement, elle peut se permettre aussi, du fait qu'il y a une différence d'âge qui est assez conséquente, de pouvoir aussi dire à ces jeunes hommes certaines choses et comment on se positionne, etc. Donc, le rapport homme-femme, il est là, mais effectivement aussi en fonction de l'âge des uns et des autres, ça vient aussi teinter ce rapport-là. Complètement. Et on le voit notamment, on parle du corps. Du coup, je dessine le corps humain, je dessine jusqu'au poumon, au cœur, intestin, voilà. Et la dernière fois, on a parlé du nombril, et ils savaient pas ce que c'était, en fait, pourquoi on a ce trou. Donc, je leur fais le dessin de la maman, dans le ventre. Et du coup, les hommes étaient étonnés de dire, mais en fait, c'est comme ça qu'on a été nourris, parce que je leur ai dit, mais vous étiez vous aussi dans le ventre de votre maman, donc dans le ventre d'une femme, en fait. Et que sans ce petit trou là, vous mangez pas, les gars. Ouais. Donc voilà. Juste pour revenir, parce que du coup on a une pensée en arborescence là, c'est pas mal, mais on s'éparpille. Par rapport à ce que tu disais des hommes et femmes, je pense aussi
aux appréhensions et préjugés qu'ils ont entre eux. Je m'explique. L'une des premières choses que je fais, c'est qu'on fait où j'ai une carte du monde sous la main, donc c'est parfait. Où est-ce qu'on vient chacun? Parce que la réalité, c'est que dans les parcours migratoires, les personnes qui sont issues d'Afrique subsaharienne ont traversé le Maghreb et que malheureusement, très souvent, et la Libye d'ailleurs, ont vécu des atrocités. Et les Afghans, ou les Pakistanais, ou les Bangladais, peuvent ressembler à des Maghrébins. Donc ça crée comme ça des tensions dès le début. Et puis il peut y avoir aussi des Maghrébins. En fait, on a aussi, on a un Algérien, un Espagnol d'origine algérienne qui est là, et on a eu aussi des Marocains. Et du coup, en fait, c'est comment va falloir faire en sorte qu'il y ait un climat plutôt détendu et donc déconstruire et en fait, tout simplement rappeler que on vous a fait du mal ici, mais en fait, de la même manière qu'on vous a fait du mal dans votre pays, ça fait pas de vous en fait des personnes mauvaises. Il y a autant de bonnes personnes que de mauvaises personnes dans un même pays et que chaque humain est différent. Et après, moi, je leur rappelle qui je suis. Et du coup, comme ça va, je crois qu'ils me détestent pas trop, ils disent finalement, il y a peut-être des gens qui vont pas me poignarder et qui vont peut-être m'aider. Parce que la réalité, c'est que voilà, il y en a plein qui ont pris des coups de couteau et qui ont vécu d'autres atrocités dont on ne développera pas ici. Il faut aussi déconstruire ça entre eux. Il y a des tensions comme ça. Ouais, ils arrivent chargés déjà de tout un parcours chaotique. Et combien il reste de temps sur ces ateliers en moyenne? Je saurais pas répondre à cette question parce que déjà c'est très récent, ça fait 1 an. Il y en a qui restent 1 an. Enfin, ceux qui étaient là au début sont toujours là, sauf ceux qui ont eu une obligation de quitter le territoire français. Et deuxièmement, ceux qui ont réussi à sous-louer un compte Uber et qui se retrouvent à pédaler pendant 18 heures. C'est ça. Et là, je recommande très fortement le film L'Histoire de Souleymane qui le relate de façon si poignante et authentique. Là pour l'instant ça fait 1 an et ils sont là et des fois je leur dis mais pourquoi, enfin voilà, en fait quand je leur dis mais c'est bon là t'es plus bilingue que moi, donc parce qu'on a des Ivoiriens qui parlent très bien français, donc après il y a la question des codes, donc ils sont pas là pour rien, mais une fois voilà qu'ils ont un stage ou qu'ils ont un travail ou qu'ils ont réussi à régulariser leur situation pour certains, et en fait ils te disent non mais moi c'est le seul endroit où je vois des gens, où je peux rigoler, où je peux être moi-même. Parce que finalement, ils sont tellement dans ce processus, et j'espère vraiment qu'ils n'y finiront jamais d'assimilation et qu'ils passeront juste sur un process d'acculturation, parce que sinon ils vont se perdre. Et après, on a des décompensations. On a beaucoup de décompensations psychiques au niveau des jeunes migrants. Parce qu'en fait, tellement ils ont voulu entrer dans les codes qu'à un moment donné, ça tient plus, quoi. Parce qu'en plus, ils ont leur couleur de peau qui les rattrape. Ouais, c'est une question que j'avais, parce qu'on entend dans le discours politique actuel la question de l'intégration, et la question de la langue en fait pleinement partie. Donc, si tu veux être français, faut que tu apprennes à parler le français. Est-ce que c'était du coup une grosse pression chez ces personnes-là que d'apprendre le français? J'ai l'impression que tu réponds à la question quand tu dis que certains, se sont mis la pression du point parfois de décompenser. Je pense Nadia pourra développer certainement mieux que moi, mais du coup je pense que déjà il y a on a besoin de travailler, on a besoin d'argent, donc on a besoin de parler français. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que pour avoir les papiers français, il faut passer des tests de français. Ouais, c'est ça. Donc le CRFP, c'est difficile. Il y a des questions sur les traditions françaises dedans. Est-ce que nous-mêmes on est tous au jus Pas du tout. des traditions françaises? Enfin, c'est une vraie question, quoi. Donc moi j'apprends en même temps que. Voilà. C'est vraiment partagé. Alors c'est marrant parce que je suis allé au Cambodge, j'ai bossé un petit peu au Cambodge, et j'avais cette espèce de fantasme de me dire je vais être perçu comme un local en fait. Et donc je mettais beaucoup de choses en œuvre pour être un local. J'habitais là-bas, et sauf qu'en fait au bout de 3 rues, dès que je sortais de ma maison, que je faisais 3 rues, c'était à Phnom Penh, la capitale, j'étais de nouveau un blanc, un portefeuille ambulant, on va pas se mentir. Et je me m'étais mis la pression pendant un moment jusqu'à ce que j'arrête, en fait. C'était complètement illusoire de penser que je serais cambodgien ou de penser que je serais assimilé. En fait, non, j'étais pas assimilé. Il fallait que j'assume ce côté. Moi, c'était pas ma vie là-bas. C'était un passage de ma vie. Et à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'aurais jamais de passeport cambodgien, en fait je m'en foutais, c'était pas ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'était que j'ai ma petite vie et que ça se passe bien. Et à ce moment-là, ça s'est mis en place.
T'as pu tranquillement. profiter. J'ai pu en profiter sans avoir cette pression et sans avoir... et j'ai vu beaucoup d'expats qui ont gâché leur... gâché, je sais pas, mais en tout cas qui ont mal vécu leur passage d'expatrié en disant ben ouais, mais ils me considèrent tout le temps comme un portefeuille, comme... voilà. Mais sauf qu'en fait, on a notre couleur de peau qui indique qu'on n'était pas de là-bas. Et ça me fait penser un petit peu à ces jeunes-là qui, en fait, essayent de prendre... Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi accepter qui on est. Et puis, on est, oui, certes, on est d'origine subsaharienne. Et puis on vient en France. À la différence près que toi, tu déconstruis dans un contexte tranquille. Exactement. C'est-à-dire, tu déconstruis en mode voyage, en ayant les ressources, en étant là-bas parce que c'est ton choix et pas pour des raisons où tu fuis une guerre, un contexte économique, un manque d'avenir. Ces jeunes-là, ils arrivent la plupart parce qu'ils n'ont pas le choix d'une manière ou d'une autre, effectivement. Mais ça, c'est important de le dire, en fait. C'est pas un choix, c'est un choix subi, en fait, finalement. C'est un choix subi très majoritairement. Alors après, je pense que ce qui perd les gens, c'est le spectre, parce qu'il est assez large. Aujourd'hui, enfin, nous parlons des réfugiés climatiques. Alors moi, on a rencontré plein de jeunes qui disaient, en fait, on n'avait plus rien à bouffer, quoi. Ouais. Je vois pas trop ce qu'on peut opposer à ça. Je pense qu'on ferait tous la même chose. Mais du coup, oui, il y a un spectre assez large et des choix subis. Et du coup, ce travail de déconstruction et d'accommodation ou d'assimilation, enfin, dans toutes ces choses-là, il est biaisé de fait. Puisque ils choisissent pas d'être là, ils ont une pression énorme quant à la réussite et l'avenir et tous les gens qui sont au pays et qui attendent les revenus. Exactement. Et sachant qu'on est sur des questions de vie ou de mort quand même pour certaines familles. Donc effectivement, trouver sa place et déconstruire de la même manière que tu l'indiques, c'est illusoire, quoi. C'est illusoire. Ceux qui vont y arriver à peu près bien, parce qu'il y a aussi des situations qui se passent bien, c'est aussi les jeunes qui vont pouvoir, enfin moi l'expérience que j'en ai en tout cas, c'est ceux qui vont pouvoir, et là je pense qu'il y a des gens qui peuvent bondir, mais qui vont pouvoir faire des allers-retours sans cesse entre la culture d'origine et la culture française et circuler à travers ça. Ouais. Je m'explique, très concrètement, c'est les jeunes qui vont pouvoir aller dans des quartiers, des mosquées, des lieux de culte, ou des magasins, ou des endroits où ils vont pouvoir refaire du lien avec leur culture d'origine, se rebaigner dans ce langage, ce vocabulaire, tous ces codes, cette culture et tout, pour pouvoir revenir assez tranquillement du côté de la culture qui leur est imposée, ou en tout cas qui s'impose à eux. Moi, je trouve que c'est ceux qui vont le mieux, entre guillemets, réussir. Et il y a plein de choses. Il y a le sport aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, moi j'ai vu plein de jeunes aussi. D'intégration. Ah ouais. Et c'est là que c'est intéressant parce que si tu veux, ça fait aussi le parallèle avec les jeunes français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit à quel point l'école et le sport peuvent être vecteurs de socialisation de manière incroyable, et y compris dans le replongement à un moment donné des racines culturelles d'origine. Je pense aux jeunes bangladais qui se remettent au cricket. Énormément, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai ri. Et les jeunes du Pakistan qui se mettent au badminton, enfin avec un entrain, et puis pour la joie de tout le monde d'ailleurs, parce que les entraîneurs sont hyper contents aussi, voilà. Et ça favorise à la fois l'intégration sur le plan local, et à la fois il y a quelque chose où ils reviennent un petit peu refaire du lien, retisser autour de leur culture d'origine pour mieux revenir après à ce qui s'impose à eux. Mais et surtout, tu vois, la question du sport, elle me fait penser aussi que c'est un moyen en fait de libérer les tensions internes, et dans leur culture, surtout pour les hommes, ils n'ont pas le droit d'être vulnérables. Donc il n'y a pas de moment de faiblesse où on verse des larmes. Enfin c'est très compliqué, ça peut arriver, mais c'est vraiment quand ils sont mis à mal plus. Et du coup le sport c'est vraiment leur moyen. Mais voilà, si j'en ai plein la tête, enfin en Afrique subsaharienne ils vont beaucoup courir. Voilà, on va le long de l'océan, ils sont tous en train de faire des running tous les matins. Mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'ils se libèrent aussi. Ils libèrent toute cette tension interne, toute cette charge, cette responsabilité qu'ils ont. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, on propose aussi du sport, parce que sinon, ça marche pas, quoi. C'est un bon vecteur aussi pour l'apprentissage du français, le sport. Moi, j'ai vu des entraîneurs hurler sur les jeunes avec un langage, voilà, et les jeunes ils comprennent. Alors ils comprennent pas dans le détail, mais en tout cas l'intention elle est. L'intention, ils ont bien compris le message. Très vite ils assimilent un mot en se disant voilà, ça veut dire que il fait pas beau, quoi, il fait pas bon temps actuellement.
Bon, on va devoir s'arrêter là. Ouais, merci beaucoup, merci Leïla, merci, Nadia pour cette belle histoire. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, merci à nos invités. C'était Babillage Social. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour échanger de nouveau autour des situations du social et du médico-social. Si vous aussi vous avez vécu une situation professionnelle que vous aimeriez partager, vous pouvez nous contacter sur contact@babillage-social.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette émission. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien.